Vous avez lu quoi, vous, cet été? Il paraît qu'Amélie Nothomb a fait un carton avec Psychopompe et que le dernier Vargas est très bon, mais je n'ai lu aucun des deux. Non, moi je me suis détendue sur la plage entre deux cocktails avec un truc super sympa, paru juste avant le début des vacances. Ça s'appelle A Global Digital Compact, an Open, Free and Secure Digital Future for All. Oui, c'est un peu long, mais en français, ça nous donne quelque chose comme le pacte numérique global ou mondial, un futur digital ouvert, gratuit et sécurisé pour tous. On en a moins parlé cet été que Vargas, pourtant il aurait bien mérité de faire un peu plus de bruit. Si je n'ai rien lu d'autre, c'est que je n'ai pas eu le temps, parce que figurez-vous que j'ai lu et relu celui-là plusieurs fois, pour être bien sûr de comprendre de quoi il parle, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un rapport d'une 30aine de pages, édité en mai 2023, le produit de 4 ans de travail, dans lequel sont préconisées plusieurs séries de mesures politiques destinées à façonner notre futur numérique, un futur plus juste, plus inclusif et plus sécurisé. Pour y arriver, tout le monde va devoir collaborer. Et tout le monde, ici, ça désigne les gouvernements et les entreprises privées, main dans la main, pour mettre en place un système numérique mondial standardisé et universel, capable d'atteindre d'ici à 2030 les objectifs de développement durable préconisés par l'ONU. Il s'agit donc d'un document très officiel, publié justement par l'ONU, gros influenceur sur la scène internationale, rédigé officiellement par son secrétaire général Antonio Guterres et disponible facilement sur Internet. Je vous ai d'ailleurs mis le lien dans le descriptif si l'envie vous prend d'aller le parcourir. Mais avant, laissez-moi vous expliquer ce qu'il raconte et ce que ça impliquerait si les membres de l'ONU venaient à signer un tel pacte. Ça va beaucoup vous plaire parce que je vais vous présenter un beau projet. On y parle de transparence, d'ESG, d'interopérabilité, d'équité, de démocratie, de résilience, de partenariat, de bien commun, de réduction des inégalités et même de fin de la pauvreté. Évidemment, un truc aussi soigné, presque trop beau pour être vrai, ça m'a paru louche. Et il se trouve qu'en cherchant un peu, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à lui trouver un drôle d'arrière-goût. Je vais donc vous expliquer de quoi il parle et de quoi il ne parle pas. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire qu'on remercie chaleureusement, CyberGhost, votre bouclier en ligne. Avec CyberGhost, vous devenez invisible sur le net, tel un véritable fantôme. Non seulement il protège vos données sur les réseaux publics, mais il vous offre aussi l'accès à des contenus géorestreints de plus de 35 services de streaming, comme les catalogues Netflix et Disney+ des autres pays. Et en changeant votre localisation en ligne avec CyberGhost VPN vers la Belgique en seulement 3 clics, vous pouvez accéder aux courses moto et automobiles en français et gratuitement depuis les chaînes locales. Facile à utiliser sur Windows, macOS, Android, OS et même sur vos Smart TV et consoles, un seul abonnement sécurise simultanément 7 appareils. C'est le choix parfait pour protéger toute la famille. Et ce n'est pas tout, CyberGhost VPN est recommandé par les grands noms de la tech et bénéficie d'excellents avis d'utilisateurs. En cas de besoin, un service client en français est là pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et si vous pensez que la sécurité en ligne coûte cher, détrompez-vous. Avec notre super promo exclusive Money Radar, bénéficiez de 83% de réduction et 4 mois gratuits, ce qui fait seulement 2 € par mois. Rejoignez les 30 millions d'utilisateurs satisfaits. Et si vous n'êtes pas convaincu, il y a une garantie satisfait ou remboursée sous 45 jours. Alors cliquez sur le lien en description et naviguez en toute sécurité avec CyberGhost VPN. C'est quoi le pacte numérique mondial? C'est un projet de coopération digitale internationale dont les premières pierres ont été posées en mai 2019 et qui sera présenté dans sa version définitive lors du sommet de l'ONU en septembre 2024, le bien nommé Sommet du futur. Son porteur officiellement, c'est Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU himself. Alors, que nous propose-t-il ? Antonio est persuadé que la technologie a le pouvoir de résoudre un grand nombre de problèmes qui minent notre société et qui s'opposent à la prospérité et l'harmonie mondiale. Il est ce qu'on appelle un technophile. Ces problèmes sont connus, ils ont tous été identifiés par l'ONU qui les désigne sous le nom d'Objectifs de développement durable ou ODD. Ils sont 17 en tout, avec par ordre d'importance l'éradication de la pauvreté, la disparition des famines, la généralisation des soins et d'une éducation de qualité, l'égalité des genres, l'accès à l'eau potable, la justice, l'action climatique, la préservation du vivant et j'en passe. Et pour chacune de ces problématiques, le pacte numérique mondial apporterait une solution.
Par exemple, les technologies numériques pourraient mettre fin à l'extrême pauvreté en optimisant la protection sociale, en contrôlant au plus près chaque assuré pour chercher les erreurs ou débusquer les comportements frauduleux, ou encore pour mieux orienter les aides en cas de catastrophe naturelle. Elles pourraient faire disparaître les famines avec l'agriculture de précision qui s'appuie sur des modèles météo-climatiques très précis, des outils autonomes et des semences intelligentes spécialement développées pour produire plus et mieux sous toutes les latitudes. Selon les mots d'Antonio lui-même, la vraie cause des inégalités mondiales n'aurait rien à voir avec une mauvaise répartition des gains de productivité, avec le niveau de la fiscalité d'un pays, ni même avec la corruption. Elle viendrait avant tout des facilités d'accès aux technologies numériques. C'est un argument qui se tient en 2023 et confirmé par l'histoire. Au cours des révolutions industrielles, chaque nation en retard technologique sur les autres s'est développée moins vite. L'objectif numéro 1 de son pacte sera donc de parvenir à la connectivité universelle, Internet partout, même dans les coins les plus reculés de la planète. Suivent 6 autres objectifs que voici. Numéro 2. Convaincre les sociétés du privé et les gouvernements d'investir massivement sur le numérique. Numéro 3. Mettre fin aux inégalités numériques de genre. Numéro 4. Préserver un Internet ouvert et sécurisé. Numéro 5. Lutter contre les fake news et la désinformation. Numéro 6. Mieux encadrer et protéger les données. Et enfin, numéro 7. Mieux contrôler l'intelligence artificielle. Car c'est un certain Klaus Schwab qui l'a dit, celui qui dominera l'IA dominera le monde. Une belle mission en 7 actes qui devrait à coup sûr rendre le monde meilleur. Si le pacte était validé, d'ici à 2030, on pourra trouver des smartphones dans le désert du Kalahari ou celui de Gobi qui permettront d'accéder à un Internet sûr et modéré via 3 ou 4 réseaux type Starlink en plus, si bien sûr il y a une prise pour recharger le téléphone. Mais ne voyons pas le verre à moitié vide, le développement de l'accès à Internet permettra aussi de téléconsulter un médecin, d'apprendre à décontaminer l'eau, de rester en contact avec ses proches, de produire de la nourriture ou de l'énergie, ou de rester en contact avec les services publics, même en cas de déplacement partout dans le monde. Pour parvenir à un Internet universel, Antonio insiste sur l'importance et l'urgence de la coopération entre toutes les parties prenantes. Et ça aussi, ça m'a rappelé quelque chose. L'expression partie prenante, ou en anglais stakeholder, est chère à, encore lui, Klaus Schwab, auteur d'un livre paru en 2021 intitulé « Le capitalisme des parties prenantes » ou « Stakeholder Capitalism ». Elle revient souvent dans le rapport et ce n'est pas vraiment une surprise. Antonio, et l'ONU avec lui, entretiennent de très bonnes relations avec le cercle du Forum économique mondial. Souvenez-vous de son discours très émouvant sur l'état lamentable de notre monde lors de la dernière édition, en janvier 2023. Dans son rapport, par partie prenante, il désigne toutes celles et ceux qui sont concernés de près ou de loin par le pacte numérique mondial. Les décideurs politiques, côté public, et les capitaines d'industrie et de pépites techno, plus les fonds d'investissement côté privé. Nos parties prenantes publiques et privées sont donc invitées à coopérer plus intensément, avec au final des bénéfices importants des deux côtés, plus de profits pour le secteur privé et plus de contrôle pour le secteur public. Un discours qu'on a déjà entendu plusieurs fois du côté de Davos, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Indubitablement, les objectifs d'Antonio et du pacte devraient permettre d'obtenir des résultats positifs, mais quand on se penche un peu plus sur ces propositions, on se rend compte que leur mise en œuvre soulève beaucoup de questions, en particulier des problématiques liées aux libertés individuelles. L'accès à Internet et aux technologies numériques est évidemment un atout économique, et connecter chaque individu au réseau nous paraît être quelque chose de bien et d'utile. Mais ce sera aussi la possibilité d'imposer plus de contrôle sur plus de gens, sur leurs données ou le contenu de leur communication. Les investissements massifs dans le déploiement des technologies sont plutôt considérés comme des signes positifs par les marchés. Pourtant, ils sont susceptibles d'entraîner une plus forte dépendance des usagers à l'automatisation ou à la technologie, surtout les plus fragiles. C'est à peu de choses près ce qu'on peut voir en Afrique, où Bill Gates mène depuis plus de 20 ans sa révolution verte, la technologie au service des paysans africains, à coups de drones, de semences brevetées et de produits phytosanitaires qui s'avèrent finalement moins productifs, mais dont plus personne ne peut se passer. Au nom de la fin des inégalités numériques, de genre ou de la lutte contre la désinformation, les internautes devraient s'habituer à toujours plus de censure. Quant à préserver un Internet ouvert et sécurisé, ça implique surtout l'intensification de la surveillance et la modération des informations disponibles. Et au nom de la cybersécurité, certains observateurs craignent que les données personnelles de milliards d'internautes leur soient confisquées et exploitées d'une façon ou d'une autre. Une fois qu'elles ont été collectées, il faudra bien qu'elles servent à quelque chose. Vous voyez le système chinois ? Ça vous donne une idée.
Enfin, ce qui inquiète le plus, c'est l'objectif numéro 7, celui qui propose de prendre le contrôle de l'intelligence artificielle, toujours au motif de préserver la sécurité et la paix mondiale. L'IA est une arme trop destructrice pour ne pas être soumise aux autorités et à une réglementation stricte qui encadre son usage. C'est marrant parce que c'est exactement le contraire de ce qui a motivé Elon Musk à cofonder OpenAI, le laboratoire de recherche qui a produit le modèle ChatGPT. Selon lui, l'IA ne pourrait devenir une arme que si elle était contrôlée par un petit groupe de personnes. Et c'est justement pour éviter ça que le projet OpenAI est né, un sentiment partagé par tous ses associés à l'époque. Depuis, OpenAI a changé de cap et a fait affaire avec Microsoft, un incident qui a provoqué une rupture avec Elon. Il a quitté le navire en 2018 pour développer son propre bot libre dans son coin. Antonio plaide donc, comme le Forum économique mondial, pour un contrôle gouvernemental de l'IA. Il conclut sa démonstration d'un dernier argument que je vous livre en français. Le pacte numérique mondial est essentiel pour atteindre le niveau de gouvernance nécessaire à un avenir numérique durable. Cette fois, les mots importants sont niveau de gouvernance nécessaire et définition de la gouvernance, système de gestion et de contrôle qui guide une organisation, une institution ou dans notre cas, une technologie révolutionnaire. On retrouve clairement cet objectif de gouvernance numérique partout et dans tous les documents publiés en lien avec le rapport sur le pacte numérique mondial. Alors en pratique, comment est-ce que tout ça se mettra en place ? Des outils ont déjà été mis en place et sont déjà exploités ou sont étudiés avec le plus grand sérieux. Passeport sanitaire, procédure dématérialisée et monnaie numérique de banque centrale. Ça on connaît, mais pour le reste, le rapport est flou. Pour beaucoup d'observateurs, ce pacte a surtout été pensé pour reprendre la main sur des technologies et des usages qui échappent de plus en plus à nos fameuses parties prenantes. Avec d'un côté des géants du privé qui pourraient gagner beaucoup plus d'argent si par exemple l'IA pouvait être exploitée seulement sous licence commerciale, et de l'autre des gouvernements qui pourraient exercer davantage de contrôle et connaître chaque détail de la vie d'un contribuable en suivant la moindre de ses traces numériques. C'est vrai que vu comme ça, pour un décideur, c'est plutôt convaincant. Alors, faut-il se préparer dès maintenant à dire adieu à toute vie numérique pour pouvoir espérer échapper à tout ça ? Rassurez-vous, même si la surveillance se renforce depuis des années dans la plupart des pays démocratiques, particulièrement depuis le Covid, et que la frontière est régulièrement franchie entre la régulation saine et la censure excessive, ce pacte, aussi vertueux qu'il soit, est encore loin d'être adopté et il y a 2 raisons principales à cela. D'abord, il ne sera présenté officiellement pour signature qu'en septembre 2024, lors du futur sommet de l'avenir, parmi 10 autres sujets au programme. D'ici là, il fera l'objet d'intenses négociations pour aboutir à un résultat qui convienne plus au grand nombre de signataires, et les objectifs auront été traduits en mesures politiques ou commerciales concrètes, ce qui permettra d'y voir un peu plus clair. Et l'autre raison, c'est que l'ONU a tendance à perdre sa capacité d'influence au fur et à mesure que le monde entier se polarise autour du conflit en Ukraine. Avec le changement des rapports de force sur l'échiquier mondial, la légitimité des institutions internationales historiques est fréquemment défiée, voire remise en cause, et l'ONU ne fait pas exception. L'Organisation des Nations Unies a été fondée à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir partout, dans un monde traumatisé, la paix, la coopération internationale, la sécurité et le développement économique. S'il y avait un club de la planète, ce serait l'ONU. Avec 193 adhérents, c'est le symbole numéro 1 du multilatéralisme. C'est d'elle qu'émanent d'autres grandes initiatives comme l'OMS, l'UNESCO ou les accords de Paris. Chaque pays y est représenté par un ou des ambassadeurs en fonction de son poids économique et démographique, chacun pouvant s'exprimer aussi souvent et aussi fort que les autres pour défendre les intérêts de son pays, demander de l'aide, présenter des idées, des projets, coordonner des politiques dans un but d'amélioration de la société ou même résoudre les conflits par les mots et non par les armes. Les ambassadeurs ou délégués ne sont pas élus, ils sont désignés par les gouvernements. Pourtant, l'ONU a le pouvoir de prendre des décisions contraignantes pour ses États membres, elle peut décider de sanctions, de mettre en place un tribunal international et juger les crimes de guerre, ou elle peut autoriser l'emploi de la force militaire quand il le faut. Aujourd'hui, on considère que l'ONU est au secteur public ce que le Forum de Davos est au secteur privé. C'est le rassemblement des personnalités les plus puissantes et les plus influentes de la sphère publique, quand Davos reçoit chaque année les plus gros et les plus riches industriels et investisseurs de la planète privée. Et en gros, les deux partagent la vision commune d'une gouvernance mondiale unique, seule garantie d'une paix universelle. Ils étaient faits pour se rencontrer, et apparemment, c'est fait, puisque de Davos à New York, au fil des forums et des sommets, on y retrouve souvent les mêmes têtes. Heureusement, il n'y en a qu'un des deux qui est armé. Enfin, en théorie. Pour traiter les questions de paix et de sécurité internationale, prévenir les conflits et résoudre les crises, 15 membres de l'ONU forment le Conseil de sécurité, le cercle très fermé des surveillants les plus puissants de la planète.
Il a accueilli la Chine dès 1945 et la Russie en 1991. Et aujourd'hui, les deux pays en sont membres permanents. Ce qui, dans la situation actuelle, ne manque pas de créer des situations délicates quand il s'agit de faire voter une résolution. Avec tout ça, en plus de facteurs purement techniques, comme la stabilité des sources d'approvisionnement ou la circulation des capitaux, la mise en place du pacte global numérique va dépendre avant tout de la réaction internationale. Et s'il est possible qu'il rencontre l'adhésion des principaux alliés des États-Unis, il n'y a à peu près aucune chance que la coalition formée par les pays du Sud et menée d'une main de fer par la Chine n'y accorde de l'intérêt. La mauvaise nouvelle, c'est qu'en France, cela ne nous met pas à l'abri. Alors, je reprends. Antonio Guterres ne fera probablement pas un best-seller de son rapport, pourtant très bien écrit et très argumenté, mais il offre une vision, une parmi d'autres, de notre avenir numérique. Il espère pouvoir résoudre les problèmes urgents du monde, les inégalités, la pauvreté ou l'action climatique, en exploitant le pouvoir des technologies numériques, mais derrière une vision vertueuse se cachent des questions légitimes liées au respect de la vie privée, à la censure et au contrôle des individus. Les négociations à venir, si tant est qu'elles ont lieu, devraient clarifier une partie de ces préoccupations et permettre de dégager un compromis entre avantages de la coopération numérique et la préservation de nos libertés fondamentales. L'ONU a toujours eu le pouvoir de lancer les débats, quel que soit le sujet, mais pour l'heure, l'avenir de la gouvernance numérique mondiale dépendra surtout de la réaction de ses adhérents. Et pas de chance, en ce moment, l'ambiance n'est pas à la franche collaboration. Alors, maintenant que vous avez tout ça, vous pouvez aller lire le rapport, attention il est en anglais, et revenir ici nous donner votre avis. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire CyberGhost en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec CyberGhost. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursé de 45 jours. Et si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose d'utile, alors mon contrat est rempli. Faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite sur Money Radar.